Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire sur le variable des commerciaux que j'ai le plaisir d'animer aujourd'hui avec mon associé fondateur du cabinet MCR Consultant, Thierry Magin. Bonjour Thierry. Bonjour à tous. Voilà, je suis ravi effectivement de partager ce moment avec vous et puis de co-animer avec mon associé Frédéric. Donc, vous savez, MCR Consultant a été créé il y a un peu plus de 25 ans maintenant sur les stratégies de rémunération. L'ensemble des stratégies, on a des clients dans à peu près tous les secteurs d'activité, mais c'est vrai qu'on a une petite passion pour la rémunération des commerciaux. D'habitude, vous avez remarqué dans nos webinaires, nous avons des grands témoins. Nous avons choisi de ne pas en avoir aujourd'hui parce que sur ce sujet-là, en ce moment, si on avait voulu prendre un seul témoin, on aurait été loin d'être exhaustif, tellement le sujet est large. Et plus d'une vingtaine de témoins, c'était un peu compliqué. Donc voilà, finalement, on a décidé de faire ça à deux et d'essayer de vous amener quelques clés de lecture sur ce qu'il faut faire pour redémarrer plein gaz, comme l'a dit notre Antoine Rouillon, notre directeur marketing. Le premier risque, Thierry, je crois, c'est le risque de démotivation des commerciaux aujourd'hui. Et je crois qu'il y a 3 facteurs de démotivation qu'on a identifiés. Oui, c'est vrai qu'on a identifié 3 facteurs principaux. Voilà, ce qu'on constate. Bon, il y en a un déjà dont certains ont certainement entendu parler ou vu. C'est que c'est pas évident de remobiliser des équipes et même de se remobiliser après une période d'activité réduite. Pendant laquelle, effectivement, voilà, on a changé de mode de fonctionnement, en fin de compte. Et d'un seul coup, on va nous demander non seulement d'être mobilisé comme on l'était avant cette crise, mais d'être 2 fois plus mobilisé. Et donc, cette adaptation nécessaire n'est pas forcément évidente. Et donc, ça peut poser donc effectivement un premier problème. Deuxième souci, c'est qu'on peut être confronté à un sentiment d'impuissance. Parce que très souvent, les objectifs de l'entreprise n'ont pas été, ont pu être adaptés, mais de toute façon, cela reste des objectifs ambitieux quand il faut les mettre sur 6 mois, voire 4 mois pour ceux qui vont réellement redémarrer en septembre. Et donc, effectivement, il peut y avoir un sentiment d'impuissance. On ne va jamais y arriver, on ne sait pas comment s'y prendre, donc à quoi bon. Donc ça, c'est vraiment le deuxième risque. Et puis, un troisième risque, on commence à percevoir, donc en fouillant un peu techniquement dans les dispositifs et les entreprises, il y a un risque d'iniquité. On se rend compte qu'on a beaucoup d'entreprises dont les équipes ne travaillent pas forcément sur les mêmes secteurs d'activité. Il est évident que quand on a une équipe qui travaille en B2B sur le secteur de l'aéronautique ou l'automobile, ces exemples volontairement, c'est un peu poussé, mais bon, ça existe et on en a vu quelques-unes et je peux dire que c'est pas simple. C'est pas tout à fait pareil pour cette équipe-là et celle d'à côté qui va travailler, par exemple, sur le secteur de la logistique ou pourquoi pas dans d'autres domaines, le digital, le numérique, etc. Avec un risque aussi de se dire, OK, on va bosser encore plus et peut-être pour moins. Frédéric, je te laisse la parole. Oui, je te remercie. Ce qui me permet d'ailleurs d'insister en disant, mais pourquoi le vrai sujet, c'est d'éviter la démotivation. Et en fait, on assiste aujourd'hui à quelque chose auquel on n'a jamais assisté. Et cette image que je vous montrais tout à l'heure, si on imagine que les entreprises aujourd'hui sont, si on fait une métaphore, sont comme dans une course de Formule 1, avec l'histoire du Covid, cette parenthèse, entre guillemets, c'est comme si toutes les voitures s'étaient arrêtées au stand en même temps. Ce qui est jamais vu dans l'histoire moderne, récente, en tout cas économique, on n'a jamais vu ça. Alors, quand je dis toutes les voitures, je parle des 80% des entreprises qui ont dû arrêter. Et en tout cas, si votre voiture s'est arrêtée, si vous êtes arrêté, vos concurrents aussi. Et quand toutes les voitures sont arrêtées au stand, le vrai sujet, c'est qui va sortir le plus vite des stands. Et c'est un vrai sujet, pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on prévoit une croissance du PIB de 3,5% sur le dernier trimestre et de plus de 8% l'année prochaine. Donc on voit bien que ce sont bien les premiers qui vont sortir des stands, qui vont profiter de cette croissance. Et donc il faut être meilleur que les concurrents, d'où cette idée que tu viens d'évoquer Thierry, de dire il faut éviter la démotivation. Et effectivement, pendant la crise, il y a des choix qui ont été faits par les entreprises et les choix que vous avez faits vont avoir un impact extrêmement fort
sur les solutions que vous allez imaginer pour le dernier trimestre et pour l'année prochaine. Pourquoi? Par exemple, vous pouvez avoir choisi de mettre vos commerciaux en activité partielle ou en chômage partiel, pour tout ou partie. Dans ce cas, ça veut dire que la rémunération a été préservée par le biais de l'État. Donc, on dit que vous avez des commerciaux finalement qui sont restés chez eux sans travailler et qui ont maintenu leur niveau de rémunération. Mais on a aussi des entreprises qui ont choisi de ne faire appel qu'à une partie du chômage partiel et de compenser la rémunération qui n'était pas touchée, qui ne pouvait pas être touchée parce qu'il n'y avait pas de business, et qui ont compensé cette rémunération pour éviter de perdre des commerciaux. Ça, c'est extrêmement intéressant parce que ça veut dire que les choix que vous allez faire maintenant consistent à dire j'ai dépensé de l'argent pour maintenir des commerciaux qui ne vont pas travailler, et maintenant je vais leur demander de s'engager. Maintenant, je vais leur demander d'être à fond, mais qu'est-ce que je vais faire? Si je sais qu'ils ne vont pas pouvoir atteindre la moitié de leur quota annuel ou les 75% de leur quota annuel, mais quand même qu'ils travaillent vraiment beaucoup jusqu'à la fin de l'année, est-ce que je paye quand même 100% de ce que je comptais payer, avec peut-être pas en face les ressources? Est-ce que je proratise? Est-ce que je prends le risque de ne rien toucher? Et on voit des groupes qui ont figé ça dans les objectifs, dans les budgets, et qui ne peuvent pas toucher au système de rien. Est-ce que je prends le risque de ne rien toucher et de démotiver les équipes? Et en même temps, effectivement, je ne dépense pas d'argent. Et pire, des solutions qu'on voit, qui sont en train de se mettre en œuvre, où je risque de dépenser plus tout en démotivant les équipes. Ça, c'est des sujets qui sont clés. Et voilà, la manière dont on va aborder cette post-crise va vraiment dépendre de ce que vous avez fait pendant la crise. Et une raison qui est extrêmement importante aussi, c'est que de la psychologie. Peu importe ce que vous avez fait avant, mais si les équipes ont été maintenues en termes de rémunération, alors qu'elles ne travaillaient pas, et que maintenant, on va leur demander beaucoup d'efforts, des objectifs difficiles à atteindre et qu'elles risquent de ne pas atteindre, finalement, vous allez créer une sorte de dépression, de perception entre mais finalement, sans rien faire, je touchais, et là, on me demande de bosser 2 fois plus qu'avant, et je vais toucher moins que l'année dernière. Et voire, je vais toucher moins que quand je ne travaillais pas. Alors là, on a un vrai sujet d'engagement, de discussion et de possibilité de sentiment d'impuissance dont parlait Thierry tout à l'heure, et donc de démotivation. Et donc les choix techniques que vous allez faire sont vraiment déterminants pour garder l'engagement et la motivation des équipes. Donc, qu'est-ce qui s'est passé avant et les choix que je vais faire maintenant? Alors, si on parle de choix techniques, je pense, Thierry, qu'il y a beaucoup de possibilités. On peut en évoquer quelques-unes, même si on ne peut pas tout évoquer. Oui, alors bon, effectivement, on va en prendre quelques. C'est vrai que le sujet est vaste. En matière de rémunération variable des commerciaux, beaucoup de choses sont possibles. On peut être très créatif. On a affaire à des situations où on a vu des choses, voilà, les gens sont capables d'une créativité incroyable sur la rémunération variable des commerciaux. Donc c'est d'ailleurs très sympa et c'est ce qui rend cette discipline, Frédéric en parlait tout à l'heure, nous on a vraiment une sensibilité, vraiment une affection pour la rémunération variable des commerciaux. C'est une discipline passionnante. Alors effectivement, les éléments techniques, tout ce qu'on peut faire d'un point de vue technique, il faut la remettre dans un contexte. Toutes ces choses-là peuvent être utiles. Je vais prendre juste 3 ou 4 exemples. Des choses qui pourront être utiles sur les périodes à venir. Alors, on va se poser déjà une question légitime. Est-ce qu'il faut finalement revoir ses objectifs cibles à la baisse? Et là, la première question, c'est si je revois mon objectif à la baisse, est-ce que finalement la prime que je mets en face à la réalisation de cet objectif, est-ce que c'est la même? Très clairement, j'avais un objectif qui était d'atteindre 1000. À 1000, j'avais une prime de 10. Je baisse l'objectif à 800, est-ce que j'ai une prime de 10 à 800 ou est-ce que j'ai une prime de 8? Ce n'est pas tout à fait la même chose pour la rentabilité de votre exploitation. D'accord? C'est une question qu'il faut se poser, c'est une question légitime. Et on a constaté effectivement des entreprises qui maintenaient 10 avec un objectif qui était à la baisse. Finalement, ça revient à ça. Donc, on peut quand même se poser la question, on reviendra sur l'aspect important de la réponse en termes de psychologie et en termes de motivation. On peut, deuxième chose à faire, on peut quand même légitimement se poser la question de la période de calcul. On a des dispositifs qui, pour certains, sont
des calculs d'objectifs et de rémunération au mois, le plus souvent au trimestre, parfois au semestre assez rarement, et pour certains, simplement un bonus annuel qui peut être relativement important, mais un système annuel. Il est évident qu'avec le manque de visibilité auquel on est confronté aujourd'hui, on peut se dire que c'est peut-être intelligent, tactique, de découper le prochain trimestre en 3 mois, et au lieu de raisonner et de se dire on va revoir l'objectif sur le trimestre, ben peut-être qu'on pourrait rentrer dans une phase où temporairement au moins, on va raisonner au mois. Parce qu'effectivement, on découvre progressivement, on a un peu plus de lisibilité sur notre marché, et ça vaut peut-être le coup de ne pas tout de suite s'engager sur un objectif à 3 mois qui risque encore d'être finalement inatteignable dans quelques semaines, ou finalement beaucoup plus atteignable que ce que l'on pensait. Et donc, ça vaut le coup quand même de se poser la question de raccourcir les périodes, au moins pendant les quelques mois qui vont venir. Voilà. Je ne vous en parle pas, si on était en annuel, évidemment, c'est une éternité, un dispositif de rémunération avec un objectif annuel dans le contexte actuel. Alors, un troisième point, on peut se poser la question de l'opportunité de rajouter un palier, 2 paliers complémentaires en dessous, vous savez, du fameux seuil d'objectif à 80%. C'est-à-dire que j'ai un système de rémunération variable sur objectif. À 80% de réalisation de l'objectif, je verse quelque chose. En dessous de 80%, je ne verse rien. Le fameux seuil de déclenchement. Parfois, c'est 90%. Et en fait, ce que l'on sait, c'est qu'on se rapproche plutôt de 90%, voire de 95%, lorsqu'on a une parfaite lisibilité et visibilité, prévisibilité sur ces quotas, sur ces chiffres. Et là, évidemment, on se retrouve dans une situation pour certains qui est une situation de start-up ou une situation de laboratoire pharmaceutique qui lance un nouveau médicament sur un marché. Et en fait, la prévisibilité est très faible. Donc, rajouter 1 ou 2 paliers en dessous du fameux 80%, c'est-à-dire un 70% ou un 60%, comme une start-up, ben, ça peut avoir du sens, il faut se poser la question. Et enfin, la question qui reste légitime, il ne faut pas s'interdire de le faire, parce que certains contextes montreront que c'était bien de le faire, ben, il ne faut pas hésiter à sécuriser une partie du variable. Là, Frédéric, je te laisse la parole, mais c'est vrai qu'on va reparler de ces fameux contextes, et franchement, les contextes on a vraiment beaucoup de configurations très différentes. Ah oui, là, les contextes, et vous allez certainement vous reconnaître, hein. Est-ce que vous êtes avec des équipes de chasse ou avec des équipes d'élevage? À l'évidence, si les systèmes déjà de rémunération ne sont pas les mêmes, et l'impact de cette période difficile n'est pas la même. D'ailleurs, on constate que dans la restructuration des objectifs des entreprises, elles ont une double approche. C'est-à-dire qu'en réalité, en termes d'acquisition de nouveaux clients, de nouveaux logos, il y a une baisse des objectifs. C'est-à-dire qu'on comprend que chasser là, sur le prochain trimestre, ça va être difficile. Donc on accepte une baisse des objectifs. Et paradoxalement, comme on ne veut pas bouger le target global, on monte les objectifs sur la partie élevage. Ce qui va être extrêmement compliqué, parce qu'en réalité, on voit bien que les éleveurs aujourd'hui, on va leur demander de faire plus en chiffre d'affaires, alors qu'ils se retrouvent, dans la plupart des cas, dans une situation extrêmement défensive, où il y a des clients qui leur demandent de revoir les prix, revoir les conditions, revoir les volumes, etc. Et malgré tout ça, les entreprises pensent que leur croissance va passer par l'élevage. Donc on peut avoir déjà, en fonction du contexte de vente dans lequel vous êtes, une double approche d'augmentation des objectifs pour certains avec maintien du niveau de REM, et puis finalement de baisse des objectifs pour d'autres avec le même maintien du niveau de REM, ce qui peut générer, en termes de perception d'effort, un sentiment d'iniquité qu'il va falloir gérer. De la même manière, vous avez des entreprises qui ont un portefeuille récurrent, où la fluctuation est quand même beaucoup bien inférieure à des entreprises qui sont avec des contrats qu'il faut renouveler chaque année ou chaque trimestre, où là, effectivement, l'impact de cette crise sanitaire et de cette crise économique va être beaucoup plus fort. Et donc, si l'impact sur le volume de business est fort, l'impact sur le système de REM est fort aussi. Autre point, si vos équipes ont une part variable qui va jusqu'à 50% de la rémunération globale,
À l'évidence, les choix que vous allez devoir faire ne sont pas tout à fait les mêmes que si ça ne représente que 15%. On peut très bien imaginer que si je touche que la moitié de mon variable à 15%, même si en termes de motivation, ce n'est pas extraordinaire, en termes de fidélisation et d'engagement des équipes, c'est beaucoup moins impactant que si je passe de 50% à 25% et que j'ai mes meilleurs collaborateurs, parce que ceux qui sont à 50%, c'est les meilleurs, se retrouvent avec 25% seulement de leur rémunération. Et là, il y a un sujet non plus de motivation, mais de fidélisation et de fidélisation des meilleurs. Alors, la périodicité, je ne reviens pas trop dessus, Thierry en a parlé, mais si je paye tous les mois ou si je paye à l'année, évidemment que le travail que je vais devoir faire sur la restructuration de ma rémunération n'est pas tout à fait la même. Si je paye tous les mois, j'ai un peu plus de souplesse, d'adaptabilité, des objectifs. Si je paye à l'année, il faut que je trouve absolument un moyen de recréer une dynamique sur le dernier trimestre. Et enfin, là aussi, les dynamiques de marché sont intéressantes. Si j'ai des clients qui sont dans le secteur aéronautique et d'autres dans le secteur alimentaire, on voit bien que mes équipes sur le secteur alimentaire vont être débordées et vont exploser leurs objectifs, alors que les équipes sur le secteur aéronautique ou automobile vont être largement en dessous des objectifs, avec des conséquences assez intéressantes, des gens qui vont performer sur leur bonus et d'autres qui ne vont pas performer. Pour des raisons finalement qui sont assez exogènes. Ce n'est pas vraiment la performance des commerciaux, c'est plutôt l'impact de marché. Donc si votre système ne prend pas en compte l'impact de marché, on va se retrouver vraiment avec un sentiment d'iniquité extrêmement fort. Dernier point, sur cette notion de contexte, on pourrait poser la question de mais quelle est la part chez vous de la rémunération d'équipe et de la rémunération individuelle? On fait quand même le constat que dans beaucoup d'entreprises, la bascule vers le collaboratif et le travail en équipe ne s'est pas fait au niveau des rémunérations. On reste encore très souvent sur la rémunération très individuelle, pour une grande partie du bonus. Auquel cas, évidemment, l'effet de solidarité ne joue pas, et peut-être que c'est le moment de se poser la question, de faire évoluer l'ensemble des bonus pour mettre en place ces nouvelles pratiques, ces nouvelles, j'allais dire, best practices qu'on est en train de voir aujourd'hui sur la vente, c'est un sport collectif, on chasse en meute, on a une notion de collaboratif qui ne se retranscrit pas dans les systèmes de rémunération et dont on a besoin aujourd'hui, typiquement dans des périodes de crise. Donc il y a peut-être une opportunité maintenant de revoir le système en deux temps. Voilà, j'agis tout de suite sur le dernier trimestre et je me prépare à avoir un changement de fond sur l'année prochaine parce que j'ai besoin de mobiliser, parce que cette croissance de 8%, il faut que je la capture, quoi. Moi plutôt que mon concurrent. Ce qui nous amène finalement à dire, dans la réflexion que vous allez avoir là, sur les prochains mois, il faut, dans les choix que vous allez faire, avoir 2-3 éléments de technique basique en tête. Voilà, quelques principes de base. Thierry, donc, tu veux dire quelques mots là-dessus? Si tu remets ton micro. Oui. Bien. Oui, effectivement, si on est tous là ensemble, aujourd'hui, c'est parce que la plupart d'entre nous, on est persuadés qu'un bon système de rémunération variable impacte la motivation de nos équipes commerciales. Et donc, c'est vrai, l'important, j'y reviens, c'est la motivation. C'est ça que l'on recherche. Et donc, si l'important, c'est la motivation, mais il faut quand même revenir peut-être un peu sur les théories de la motivation appliquées à un dispositif de rémunération variable. C'est 3 choses. Pour qu'un dispositif de rémunération variable soit motivant, il faut un objectif ou des objectifs. C'est la première chose. Deuxièmement, il faut un effort sur une certaine durée, voilà, sur une temporalité, comme on dit. Ça, c'est le deuxième point. Et troisième point, il faut une récompense qui soit perçue à la hauteur de l'effort qui a été accompli. Ce sont les 3 éléments qui forgent la motivation quand on parle d'un système de rémunération variable pour les commerciaux. Ça veut dire qu'en conséquence, tous les efforts que vous avez pu faire pour maintenir la rémunération, donc des efforts financiers pendant la crise, pendant les semaines et les mois précédents, mais finalement, ça ne veut pas dire que c'était nécessaire. Encore une fois, on ne va pas revenir là-dessus. C'était important d'être bienveillant, de fidéliser les personnes. Il ne fallait pas rajouter de l'angoisse au stress. Enfin, il y avait plein de bonnes raisons pour le faire. Mais j'ai envie de dire,
entre guillemets, malheureusement, ça a été très peu motivant. Ça a rassuré, ça a fait plaisir, voilà, c'était bienveillant comme je viens de le dire, mais finalement, en termes de motivation, ça a servi à rien très clairement, ou très peu. Parce que pour la motivation, c'est les périodes à venir qui vont être importantes. Donc, si effectivement vous avez dépensé tout votre argent sur les périodes passées et que ça devient compliqué pour vous sur les périodes à venir, ça peut poser problème. Idéalement, c'est vraiment sur les périodes à venir qu'il faudrait pouvoir concentrer les efforts complémentaires. D'accord ? Donc j'insiste sur ce point parce que nous, on a rencontré beaucoup de dirigeants commerciaux qui nous ont dit, ben voilà, on a été super réactifs, on a maintenu les parts variables, etc., etc. Mais comme disait Frédéric tout à l'heure, maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Maintenant et pour l'avenir, qu'est-ce qu'on fait ? Et donc c'est vrai que c'est sur la période à venir qu'il faut faire tous les efforts financiers, mais surtout en termes de techniques de rémunération, prendre les bonnes options, etc., etc. D'accord ? Ça, c'est hyper important parce qu'il ne faut pas confondre finalement fidélisation et motivation. D'accord ? On a fidélisé, on a rassuré, mais c'est vrai qu'on n'a pas motivé. La motivation, au sens motivation égale performance commerciale, c'est pas ça. Mais c'est intéressant parce que, si tu veux, ça amène à quelques réflexions qui ressortent, hein, qui sont des réflexions assez récurrentes sur, mais finalement, faut-il vraiment de la rémunération variable pour les commerciaux ? Est-ce que la motivation, c'est pas d'être dans une entreprise à mission, de donner du sens, d'avoir en retour une forme de reconnaissance de l'entreprise ? Est-ce que les gens ne sont pas déjà rémunérés pour faire leur job ? Et il y a beaucoup de théoriciens de la motivation aujourd'hui qui vous disent ça, qui vous disent finalement la rémunération variable, c'est de la rémunération extrinsèque, ça tue votre motivation intrinsèque, ça n'a pas de sens, les gens ne sont pas motivés que par l'argent, loin de là, et quand vous les motivez par l'argent, ils perdent le sens de leur travail, donc il faut arrêter ça, ils ont un salaire, c'est très très bien, et le reste, c'est de la motivation, c'est de l'engagement, voilà. À ça, on peut répondre plusieurs choses, parce que voilà, j'aimerais un peu tordre le cou de ces théories, qui sont des théories auxquelles j'adhère, qui sont des théories de la motivation, mais qui sont faites par des spécialistes, des sociologues, des psychologues, qui sont des spécialistes de la motivation, mais pas des spécialistes de la rémunération. Dit autrement, quand on se place en théorie, tout ça c'est vrai. Quand on se place dans le monde de l'entreprise, c'est pas tout à fait la même chose. Pourquoi ? Parce que pour que ça marche, il faudrait que tout le monde soit engagé de la même manière et que tout le monde performe de la même manière avec une rémunération à peu près homogène. Or, ça n'arrive jamais. Et je reprendrai cette image, vous savez, de Xavier Fontanet, qui était président des Silors, qui racontait cette histoire. Il dit, voilà, imaginons, vous êtes professeur dans une classe de lycée et vous rendez des exercices de dissertation. Donc vous allez vers le premier élève, vous lui dites, Thierry, bravo, franchement, travail remarquable, ça mérite 18, mais comme je ne veux pas démotiver tes petits camarades, je t'ai mis 10, mais bravo. Je m'approche du deuxième, et je lui dis, Valérie, franchement, c'était pas mal, hein, ça valait un petit 15, bravo, et beaucoup d'efforts, belle progression, mais là aussi, je ne veux pas démotiver tes petits camarades, donc je t'ai mis 10. Puis je m'approche du petit François, je dis, François, c'est catastrophique, ça ne s'arrange pas, c'est vraiment minable, ça mérite 2 sur 20, mais je ne veux pas t'humilier devant tes petits camarades, donc je t'ai mis 10, etc., etc. Et à la fin, tout le monde a 10 sur 20. La question est, d'après vous, que va-t-il se passer à l'interrogation d'après ? Et évidemment, la réponse est, celui qui avait 18, il va se dire, tout ça pour avoir 10, j'arrête de travailler. Et celui qui avait 2 dit, ça sert à rien de travailler, de toute façon, j'ai 10 comme celui qui a. Donc finalement, plus personne ne travaille. Et c'est ça le problème de la vraie vie, c'est qu'en fait, la rémunération, c'est toujours de la comparaison entre la contribution et ce que je touche, et entre la contribution des autres et ce qu'ils touchent. Et finalement, à un moment donné, voilà, la performance et le travail n'étant pas équivalents, comme je ne peux pas rémunérer ça par du fixe pour différentes raisons qu'on n'a pas le temps d'aborder ici, la rémunération variable est essentielle. C'est un facteur de motivation, c'est un facteur de différenciation, et il est vraiment important de bien le faire, parce que sinon, ça peut être un facteur de démotivation.
Ce qui nous amène finalement à un sujet clé pour réussir à ce dernier trimestre et l'année prochaine, qui est un sujet de communication, qui est un sujet de management. Je pense que si vous ne faites rien, en disant on verra à la fin de l'année, on ne change rien, faites pour le mieux, faites-moi confiance, etc., vous allez vous retrouver dans une situation qui est la pire en matière de rémunération, qui est une situation de réactivité. C'est-à-dire, vous allez vous retrouver à devoir réagir à des problèmes, à de l'iniquité. Vous n'aurez pas eu un système motivant, parce que comme l'a dit Thierry, vous n'aurez pas fixé un objectif, un effort, vous n'aurez pas réengagé les équipes tout de suite, et donc votre système il va être subi, avec des commerciaux qui vont se dire on va attendre la fin de l'année pour négocier, donc ils vont plus focuser leur énergie sur une négociation avec le directeur commercial que sur comment je vais aller chercher du client pour obtenir mes objectifs. Ce que vous allez donner en matière de négo à la fin de l'année en étant réactif n'aura pas de valeur, puisque finalement, c'est quelque chose qu'ils seront allés chercher par la négo et pas par le travail. Et donc, finalement, subir, c'est vraiment la pire des solutions. Parce que tout ce que vous donnerez après n'aura pas de valeur. Donc, il vaut mieux anticiper, quitte à donner quelque chose, anticiper sur les objectifs, à les baisser et en faire un outil de management et en faire un outil de communication. C'est vraiment, vraiment important d'être dans la proactivité. Donc voilà à mon avis, sur les grands enjeux managériaux et de communication. Alors on a une question de Valérie qui disait ok, mais c'est bien tout ça, mais comment demander à une entreprise d'être toujours performante, motivante sur les salaires alors qu'elle a déjà fait tout ce qui était possible pour maintenir pendant la crise? Oui, c'est bien, c'est un vrai sujet, Valérie, et c'est pour ça que la question de fond était de se dire mais finalement, mon système de REM, qu'est-ce que c'est? Si c'est un outil de motivation, c'est un investissement. Donc, à un moment donné, peut-être qu'il faut aller un petit peu plus loin dans l'investissement, à condition que les objectifs vous permettent finalement, à minima, de financer ce surplus. Parce que finalement, il n'y a rien de pire que d'avoir une équipe de commerciaux qui va être démotivée. Donc, quelle est la conception du système de rémunération? Est-ce que c'est un outil de contrôle? C'est variable finalement, au moins quand je ne suis pas performant, j'économise. Ou est-ce que c'est un outil de motivation? Et à ce moment-là, je dois le restructurer pour aller chercher de la motivation. Laurence aussi pose une autre question. Est-ce que cela signifie qu'il vaut mieux éviter de faire jouer la solidarité collective et maintenir des critères purement individuels? Alors, je ne suis pas sûr de comprendre par rapport à ce qu'on vient de dire, Laurence, votre question. Je ne sais pas si Thierry, tu as une interprétation de cette question. Bon, moi, je pense qu'il y a une chose importante, c'est quand on change, il faut le faire par conviction. Il faut que ce soit aligné avec ses croyances et avec la posture managériale, la culture d'entreprise, etc. Si on est dans une entreprise qui développe une culture de l'individualisme en matière d'objectifs et de rémunération variable, si ça fonctionne comme ça depuis des années, il faut se poser la question. Je ne suis pas certain que d'aller vers un tournant purement collectif maintenant, ce soit adapté. Par contre, voilà, faut effectivement se poser la question de la place de la solidarité collective. De toute façon, nous, on pense d'une manière générale, mais après, il faut regarder les contextes, que la rémunération collective impacte on a un impact, on a des leviers de motivation qui sont différents, qui sont des leviers d'engagement collectif qu'on ne retrouvera pas avec un système de rémunération purement individuel. Donc, nous sommes persuadés que la rémunération collective a sa place dans un système de rémunération de force de vente. D'accord ? Mais encore une fois, il faut que ce soit vraiment, vraiment aligné avec la réalité de ce qu'est l'entreprise. Voilà. Moi, je voulais ajouter une chose importante parce qu'en fait, on a pas mal d'entreprises. Moi, j'ai discuté avec beaucoup de directeurs commerciaux qui m'ont dit mais Thierry, c'est bête, mais ce que tu me dis là, le fait qu'on ait maintenu les salaires, etc., tous ces efforts qu'on a fait, effectivement, aujourd'hui, on a dépensé plein d'argent et effectivement, on se pose la question des enveloppes pour les périodes à venir. Et il n'y a plus d'enveloppe. Voilà, ça devient compliqué parce que là, on a pris pleinement conscience de la difficulté à laquelle on était confronté. Et donc, on sait que ça va être dur, on sait que ça va être long. Et là, effectivement, on n'a plus d'argent. Donc ça pose un problème. Mais je ne vous cache pas que quand les dispositions étaient prises, il fallait faire vite. Et nous, on ne nous a pas tellement sollicité à ce moment-là. Hein. Les gens étaient très, très autonomes pour prendre des décisions. Et ils n'avaient pas le choix d'ailleurs. Hein. Donc, ils ont fait ça. Ils ont pris ces décisions. Donc, peut-être pour l'avenir, j'aimerais, puisque on a la chance de tous vous avoir là avec nous, de vous dire, attention, il y a un autre écueil par rapport au dispositif de rémunération lui-même, sa mécanique. Si
avant la crise, vous aviez un système de rémunération variable qui fonctionnait globalement bien. Je ne dis pas parfait, il ne faut pas rêver, on est conscient que ce n'est pas si simple, mais globalement qui fonctionnait bien. Là, il va falloir adapter pendant les mois, les quelques mois à venir. Vous avez deux possibilités. Soit vous adaptez un seuil, vous prenez la bonne décision, mais ce n'est pas forcément très compliqué, ce n'est pas forcément du chamboulement, ce n'est pas forcément passer du tout individuel au tout collectif, mais c'est la bonne décision, c'est celle qui est la plus adaptée dans votre contexte. D'accord ? Et ça, c'est bien, d'accord ? Parce que ça vous permettra assez facilement de revenir en janvier ou à la fin du premier trimestre, enfin le plus vite possible, je vous le souhaite à tous, en début 2021, sur votre système qui fonctionnait bien, quitte à lui faire, bien sûr, quelques aménagements, comme c'est souvent nécessaire pour la rémunération variable. Et effectivement, si vous aviez un système qui, avant la crise, était bancal, ne fonctionnait pas très bien, certainement, ça va être vraiment la bonne opportunité pour le remettre à plat, se poser les bonnes questions, et puis effectivement, avoir un dispositif bien calé pour démarrer plein pot après les quelques semaines, quelques mois là, qui risquent d'être encore un peu compliqués, mais en tout cas d'être sûr d'aborder 2021 dans les meilleures dispositions. Et comme disait Frédéric tout à l'heure, il nous prévoit là maintenant 8% de croissance du PIB sur 2021. Croisons les doigts, espérons-le. Et effectivement, avec un bon dispositif de rémunération, là, vous irez chercher les parts de marché contre vos concurrents. Donc voilà le petit conseil et je ferme. Alors, ouais. Alors, il y a deux questions. Alors, ça y est, j'ai compris avec le temps de réflexion la question de Laurence et je vais y revenir. Et une question de Laurent et un commentaire de Christine qui dit ok, c'est bien de baisser éventuellement le plancher, mais est-ce qu'il ne faut pas aussi ouvrir le plafond? Alors, la réponse, elle est bien sûr. Et pour quelle raison? Parce qu'en fait, vous vous retrouvez aujourd'hui dans une situation d'une start-up. Imaginez que vous soyez une start-up, vous devez fixer des objectifs de croissance, vous n'en savez rien du tout. Donc finalement, vous allez avoir, au lieu d'avoir un objectif comme dans une boîte hyper maîtrisée entre 95 et 105, ou un standard 80-120, vous allez partir de 50 jusqu'à 200%. On le voit aussi quand vous êtes en labo pharma, par exemple, vous avez une extrêmement bonne maîtrise de vos objectifs, sauf que s'il y a une nouvelle molécule, un nouveau produit, vous n'en savez rien. Donc vous allez garder les mêmes courbes, mais vous allez ouvrir les plafonds de 50 à 150, voire à 200. Donc oui, tout à fait, Laurent, bien sûr. À partir du moment où je n'ai plus de maîtrise de mes objectifs parce que je n'ai pas de visibilité, il faut que je retravaille sur mes échelles d'objectifs, mais aussi sur les niveaux de prime, évidemment, que je vais donner en face. Et donc, Laurence, je pense que votre question, elle était par rapport à mon anecdote de Fontanet, où vous disiez, mais finalement, est-ce qu'on abandonne le collectif pour l'individuel? C'est pas exactement ce que je disais, c'est que je disais qu'il fallait du variable. Après, qu'il y ait une part variable sur du collectif, ça donne du sens à l'effort collectif, et je trouve ça très bien. Qu'il n'y ait que du collectif, ça va poser d'autres problèmes qu'on ne va pas évoquer là, et bien sûr que voilà, on est un peu obligé aujourd'hui de valoriser la contribution individuelle, sauf si vos équipes sont très homogènes en matière de performance. Et si elles travaillent ensemble. Maintenant, c'est vrai que souvent les commerciaux, ils sont par région, par métier, par secteur. Ils peuvent travailler avec le marketing, avec de l'avant-vente, etc. Mais ce n'est pas forcément l'équipe commerciale qui est en jeu. Donc il y a ces réflexions-là. Ce qui amène aussi d'ailleurs à un sujet extrêmement important en matière de cohésion d'entreprise, c'est que si vous retouchez à la REM des commerciaux, que se passe-t-il sur la rémunération de tous les gens qui contribuent à la performance commerciale? Et là aussi, vous risquez de générer des sentiments d'iniquité et d'isoler encore plus les commerciaux en entreprise. Donc c'est vrai que la notion de performance commerciale aujourd'hui, dans ces contextes-là, peut-être qu'il faut avoir une réflexion un peu élargie. Et finalement, vous voyez, le collectif, on va peut-être le chercher de manière transversale, avec une contribution individuelle sur la prime individuelle, mais peut-être une contribution transversale interservice qui permet un peu de linéariser tout ça et d'engager les gens sur la culture client, sur la performance client. Voilà quelques mots donc sur les quelques questions, en tout cas les bonnes questions qu'il faut se poser à notre sens. Qu'est-ce que je veux faire dans mon système de rémunération? Jusqu'où je peux être solidaire? Comment je vais intégrer le flou sur mes objectifs sur le prochain trimestre, tout en voulant motiver mes équipes et éviter de démotiver les meilleurs? Voilà, j'allais dire les 3 questions clés qu'il faut se poser aujourd'hui. Avoir un système très lisible
et très réactif, hein, pas vous enfermer dans un système qui vous bloque sans pouvoir évoluer. Voilà quelques clés de lecture, en tout cas, pour garder les gens dans le rythme. Pourquoi pas développer des parties d'équipe si c'est pas trop, j'allais dire, pénalisant pour les meilleurs, et avoir un système mixte, voilà, et beaucoup travailler sur les simulations et en faire un outil de management. Vraiment, que les managers aient la main sur le système, c'est vraiment extrêmement important. Et de la transparence. La transparence le plus possible. Voilà les quelques mots qu'on voulait échanger avec vous pour vous donner de l'espoir, hein, finalement, parce que ces objectifs de croissance sont quand même là. Hein, 3,5 d'ici la fin de l'année, 8% global pour l'année prochaine. Donc il faut les saisir. Il faut avoir vraiment des équipes sur le pont. Et il faut être réactif sur le système de rémunération. Non, j'allais dire, il faut être proactif sur le système de rémunération pour éviter d'être réactif. Voilà, ça fait un peu plus d'une demi-heure. Merci beaucoup pour votre écoute. Si vous n'avez plus de questions, on va vous souhaiter une excellente journée. Et merci de votre écoute. Merci Thierry. Merci Frédéric et merci à tous pour votre écoute. Et bonne journée, portez-vous bien.